La semaine dernière, on a vu un film avec Shaquille O'Neal noté à 2,8 sur IMDb. Et cette semaine, on va voir un film avec Shaquille O'Neal noté à 2,8 sur IMDb. Steel est un personnage de comics plutôt récent puisqu'il est apparu pour la première fois en juin 1993 dans le numéro 500 des aventures de Superman et a été créé par Louise Simonson et John Bogdanove. Pour les petites bios, Simonson a commencé sa carrière d'autrice de comics en 1974 chez Warren Publishing avant de passer chez Marvel en 80 puis est arrivé chez DC en 91. De son côté, Bogdanove a débuté sa carrière d'auteur-dessinateur chez Marvel en 86 et a lui aussi débarqué chez DC en 91. À son origine, John Henry Irons est un expert en balistique qui déménage à Metropolis lorsque ses inventions tombent entre les mains des terroristes. Alors qu'il chute d'un immeuble, il est secouru par Superman qui lui conseille de vivre une vie qui vaut d'être sauvée. Après la mort de Superman lors de son combat contre Doomsday, Irons décide de prendre le relais, se construit une armure, un marteau, des bottes supersoniques, un bouclier marqué du S de Superman et décore le tout d'une cape pour aller combattre les méchants. Irons reprend le surnom de Superman, à savoir Man of Steel, avant de devenir Steel tout court. Et après quelques mois à squatter les numéros de Superman, il a droit à son propre comics de 94 à 98. Pour créer leur personnage, Simonson et Bogdanove se sont inspirés de John Henry, un héros folklorique noir américain du 19e siècle. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais pour la faire courte, John Henry était un ouvrier doté d'une force surhumaine qui est mort d'épuisement après avoir fait une course contre un marteau-pilon. Son récit est porteur de nombreux symboles, en plus d'être une allégorie de la condition afro-américaine. John Henry Irons a hérité de la même force surhumaine. Il fait aussi preuve d'une grande humanité et d'une grande compassion, ce qui va en faire un des chouchous des lecteurs de comics. Parmi ces lecteurs se trouve Quincy Jones, grand musicien devant l'éternel. Jones ne voit pas en Steel un super-héros, mais ce qu'il appelle un super-être humain, dans le sens où c'est un humain qui est super. Jones veut faire de Steel un modèle pour la jeunesse, et pour atteindre le plus de jeunes possible, il pense à adapter le comics au cinéma. À savoir qu'il avait déjà été producteur par le passé, au cinéma sur La Couleur Pourpre ou à la télé avec Le Prince de Bel-Air. Pour le rôle principal, Jones pense immédiatement à Shaquille O'Neal. Faut dire que dans le comics, Steel fait officiellement 2 mètres et 132 kg, donc comme Tiny Lister a une tête de méchant et que Terry Crews n'avait pas encore été inventé, les seuls choix qui restaient c'était Shaq ou Michael Clark Duncan. Plus sérieusement, Shaquille connaît Quincy Jones pour qui il avait fait un featuring sur le remix de Stomp en 95. Et puis ça tombe bien, il est fan de comics et surtout de Superman, on peut voir son vrai tatouage pendant le film. Alors il faut pas confondre Shaquille O'Neal avec Dwight Howard, qui est aussi fan de Superman, et qui a aussi commencé sa carrière à Orlando, avant d'aller aux Lakers pour former une super team qui n'a rien fait, avant d'aller jouer dans d'autres clubs mais moins bien, et ben merde. Petit problème, Shaquille participe aux Jeux Olympiques d'Atlanta qui durent jusqu'au 4 août, et doit être en forme pour le camp d'entraînement des Lakers qui débute mi-septembre. Mais comme Shaq prend le job très au sérieux, il fera appel à un acting coach qui le fera bosser entre les matchs des JO. Et inversement, pendant le tournage, il s'entraînera au tir entre les prises. Après la signature de Shaquille, on engage Kenneth Johnson à l'écriture et à la réalisation. Johnson est un expert en personnages surhumains. Il était scénariste sur la série L'Homme qui valait 3 milliards, puis showrunner de son spin-off Super Jamie, ainsi que de l'incroyable Hulk. Après l'arrêt de la série Hulk en 83, Johnson crée son magnum opus, la franchise culte V. Et juste avant Steel, il a coécrit Les Petits Champions 3. Pour adapter Steel sur le grand écran, Kenny décide de jeter le matériau original par la fenêtre. Il juge les comics trop violents, donc les armes ne seront pas létales et Steel sera pacifiste. Il lui enlève sa cape aussi, qu'il trouve trop cliché. Et il crée une histoire de toute pièce avec un méchant qui n'existait pas dans les comics. Et puis Johnson ne veut pas de Shaquille non plus, et voudrait un acteur de métier à sa place. Sa préférence va à Wesley Snipes, mais la Warner impose le Shaq avec qui il serait plus facile de faire et de vendre des jouets. Le réalisateur demande en contrepartie un joli casting pour entourer la star, histoire que tout le film ne repose pas sur les épaules d'un sportif de 24 ans. Sauf que la Warner n'a pas envie d'augmenter le budget d'un film de super-héros qui a pour personnage principal un noir. La personne la plus connue au casting est Judd Nelson, célèbre pour son rôle de John Bender dans le Breakfast Club, où il jouait d'ailleurs un peu au basket. Vous reconnaîtrez aussi peut-être Richard Roundtree, Tom Barry ou la mâchoire de Charles Napier. Sinon, il y a aussi John Hawkes et Ray J qui n'avaient pas encore rencontré Kim Kardashian.
La sidekick de Steel sera jouée par Annabeth Gish, une actrice à la carrière solide habituée aux séries comme The West Wing, Sons of Anarchy ou les X-Files. Ici, Gish joue le rôle de Susan Sparks, qui porte une très forte ressemblance à un autre personnage de DC Comics, Barbara Gordon. Barbara Gordon a pendant longtemps épaulé Batman en tant que Batgirl. Cependant, en 88, les dirigeants de DC Comics lui font prendre sa retraite. La même année, dans le Killing Joke d'Alan Moore, le Joker lui tire dans le ventre simplement pour contrarier son père, le commissionnaire Gordon. Un personnage féminin fort est donc mis de côté puis utilisé comme simple outil scénaristique dans une histoire d'homme. Ça a un nom, le syndrome de la femme dans le frigo, et je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. L'événement fait beaucoup parler et ne plaît pas à deux scénaristes de DC, Kim Yale et John Ostrander, qui font revenir une Barbara Gordon paraplégique dans un numéro de Suicide Squad en 89 sous le pseudonyme d'Oracle. Doté d'une grande intelligence et d'une mémoire photographique, maîtrisant le hacking et les arts martiaux, Oracle va aider la Suicide Squad dans un premier temps, puis Batman dans un deuxième. C'est ce personnage handicapé positif qu'on retrouve sous le nom de Susan Sparks aux côtés de Steel dans le film de 97. A noter qu'en 2011, quand DC reboot tous ses super-héros, Barbara Gordon revient en tant que Batgirl valide, ce qui est sujet à une nouvelle controverse par rapport à la diversité dans le monde des comics. Depuis, son personnage d'Oracle a été remplacé par Frankie Charles sur Becky et Gus Yell, un mec valide mais qui prête main forte à une équipe de femmes, dont Batgirl/Barbara Gordon. Mais revenons-en au film. Le tournage se déroule à l'été 96 sur 51 jours et 32 nuits, laissant toute l'équipe complètement exténuée. Steel sort aux États-Unis le 15 août 97 et arrivera en France uniquement en VHS sous le nom de Justicier d'acier. Le film s'ouvre sur 2 minutes chrono de métal en fusion. La véritable action commence avec un tank qui se fait tirer dessus par des blasters de Star Wars. Mais en fait tout va bien, c'est juste une démonstration militaire menée par John Henry Irons, un sergent ingénieur de 24 ans joué par un Shaquille O'Neal pas du tout crédible. Moving the capacitor towards the stock really helped fix the balance. Solid still got 57.2 megavolts. Check the amp curve. I saw a street gang kid holding a USR Model 3.5 Sonic Eliminator. Shaq est épaulé par ses collègues, Susan Sparks et John Nelson, mais apparemment vexé de ne pas avoir un handshake romantique chelou, Nelson met littéralement l'armée dans le rouge, causant l'effondrement d'un mur en carton-pâte sur Sparks, qui se retrouve paralysé, et sur une sénatrice morte sur le coup. Dégoûté que ses inventions puissent tuer, Irons rentre chez lui à Los Angeles pour retrouver sa grand-mère, son petit frère, et rejoint une fonderie où les équipements de protection sont apparemment optionnels. Pendant ce temps-là, Nelson, à qui on a juste un peu tapé sur les doigts pour avoir tué une sénatrice, arrive lui aussi à Los Angeles, quel grand hasard, pour retrouver une coupe mulet de compétition. Nelson apporte son expertise en armes à Dr Mulet qui va les vendre aux gangs de la ville en les cachant dans des bornes d'arcade. Un premier gang s'en va braquer une banque, mais après avoir tué les meilleurs acteurs du monde, il tombe sur Shaquille qui passait par là. S'ensuit la première séquence d'action du film où on sent à travers l'écran les 140 kilos de Shaq. Je vais être gentil avec notre héros, toute la scène est mal réalisée, on comprend pas qui est où, c'est mal rythmé, et ça fait apprécier les courses-poursuites dans les autres films. Shaq réussit donc à choper le méchant par devant alors qu'il était à 50 mètres derrière lui juste avant. C'est Kazam qui peut se téléporter normalement, pas Steel. À moins que ce soit Shaquille. Ça rendrait les matchs vraiment intéressants. Shaq se fait tirer dans l'épaule et se rend à l'évidence qu'il ne peut pas combattre le mal seul. Il cherche donc l'aide de Sparks, bloqué dans un cliché post-traumatique. Comme il ne réussit pas à la convaincre, il décide de la kidnapper, sous les applaudissements des autres pensionnaires de la clinique. Ah bah merci, elle était vraiment trop relou! Il la ramène dans le dépôt de ferraille qui va leur servir de QG pour le reste du film, où ils vont également construire des armes qu'ils vont utiliser pour empêcher que les autres armes ne se retrouvent dans les rues. Pas le temps de réfléchir à la logique républicaine ni au fait que ces gens sont censés être ingénieurs et pas des ouvriers, l'oncle de Shaquille nous explique comment ils vont fabriquer ces armes. You would be absolutely moon-eyed to know just how many things will fall off the back of a truck. Nos héros, messieurs dames, des trafiquants d'armes voleurs de ferraille. Je crois que je préférais encore le sale gosse de l'autre jour. Après 45 minutes de film et une pub pour l'artisanat, on assiste enfin à la naissance de Steel.
Wow, j'avais presque oublié que c'était un film de super-héros. Shaquille sort donc pour la première fois avec son cosplay en mousse d'Iron Man dépressif. Oh yes you do. Oh mon dieu, mais ce géant noir de 2m15 et 140 kg est méconnaissable. Qui cela peut-il bien être? Steel arrive sur les lieux d'une des 15 fusillades à Los Angeles ce soir-là pour montrer l'étendue de ses pouvoirs. Il peut forcer ses ennemis à ne pas lui tirer sur le visage, il peut tuer des gens sans plus de scrupules que ça, et il peut balancer des punchlines toutes pourries. You should always buckle up. La police le rattrape rapidement, mais Steel s'échappe grâce au grappin le plus solide du monde. Il vole une moto alors que Sparks l'assiste avec des technologies de plus en plus improbables. J'ai toujours eu du mal avec ça, que ce soit à la télé ou dans les films. Il y a une sorte de surenchère dans ce qu'on essaye de nous faire avaler. Des armes non létales qui envoient des sortes d'ondes sonores, ok, je veux bien. Traquer les voitures de police et pirater les feux, pourquoi pas. Calculer la longueur d'un saut en temps réel à partir d'une webcam, là j'ai vraiment du mal. Et un logiciel qui vous donne la voix de quelqu'un d'autre grâce à un petit échantillon pris au téléphone, j'ai comme l'impression qu'on me prend pour un con. Steel finit par échapper aux flics les plus idiots du monde qui ne pensent pas à chercher un mec recouvert de métal dans un dépôt à ferraille. Une autre nuit arrive et le gang de punk s'attaque cette fois-ci à la réserve fédérale en toute discrétion. Shaq arrive avant la police et se fait démonter la gueule. Il sauve un flic d'une mort à la Romano, en tue un autre en s'échappant et rejoint son camion vachement secret. On va passer par la case prison assez vite, Shaq est arrêté puis libéré, et il finit par découvrir que Nelson veut vendre ses armes au monde entier, notamment en mobilisant les nazis sur internet. C'est bizarre de se dire que ce film a prédit la création de Twitter. Nelson, habillé en prêtre, réunit des membres de l'Académie des accents à 2 balles pour faire comprendre qu'ils sont étrangers. You don't need our money. You can steal all you want. You want power. Et Shaq arrive juste à temps pour se faire capturer et découvrir que Sparks se retrouve dans la même situation. Nelson tue Dr Mullet avant de se faire avoir le plus connement du monde par Shaquille. Don't turn the red switch. She'll get too hot for you. Really? We'll see about that. C'est donc l'affrontement final, tout le monde tire sur tout le monde mais personne ne s'est visé, et c'est pas nouveau mais on comprend rien du tout à l'action. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais ce fauteuil qui tourne en lançant des mini-missiles mal ajoutés en post-prod me semble totalement ridicule. Tout semble tourner pour le mieux pour nos héros, mais Shaq se fait coincer dans une pièce avec son frangin et une grenade. I never make these. Bon, tentons de rester polis et faisons une courte analyse de cette scène. Premièrement, après Kazam, c'est le deuxième climax de suite qui se conclut avec une séquence de basket. Est-ce qu'on peut encore plus nous sortir du film ? Et je l'ai pas mentionné avant, mais Steel est bourré de références méta. Never could make the free throws. I'm on fire tonight, Uncle Joe. A man named John Henry's just gotta have a hammer. Well, I did the metal work. I especially like the shaft. Bordel, mais même The Office faisait pas autant de clins d'œil à la caméra. Non seulement ça démonte complètement le 4e mur sans espoir de le reconstruire, mais en plus c'est pas drôle. Deuxièmement, je voudrais souligner le manque de respect total de la chose. Le manque de respect envers le film, qui ne devient qu'un véhicule pour mettre Shaq en avant. Le manque de respect envers Shaq, qui est réduit à une simple punchline et qui n'est pas vu comme un acteur mais uniquement comme un athlète. Et enfin le manque de respect envers Steel, qui était un personnage de comics complexe, avec ses forces, ses faiblesses, ses envies et ses peurs, et pas juste un type nul au lancer franc. Et pour finir, c'est quoi cette grenade qui met 5 minutes à exploser, putain? Ah merde, j'ai failli réussir à rester poli. Chiotte. Bon, bien sûr, il réussit son shoot, Nelson meurt à cause d'un tir boomerang, tout le monde parvient à sortir de l'entrepôt en flammes et la cavalerie arrive pour arrêter le reste des méchants. C'est même tellement une happy end que Sparks a trafiqué son fauteuil pour réussir à se tenir debout et mettre fin à la tension romantique qu'il y avait entre elle et Shaquille en lui faisant un câlin. Oh. Parce que bon, on va quand même pas montrer un noir embrasser une blanche.
Eh ben, c'était bien nul. Du scénario à la post-production, en passant par la réalisation et le jeu d'acteur, il n'y a pas une personne de l'équipe pour sauver l'autre. Shaquille O'Neal n'a pas fait beaucoup de progrès depuis Kazam et Annabeth Gish n'y croit pas vraiment non plus. C'est mal filmé, la musique est ultra répétitive, les erreurs de post-production n'arrangent rien et les références pop culturelles sont méga forcées dans un scénario vide. When you keep crashing in here like James Brown, I feel good. Na, 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 na. Les personnages sont incroyablement idiots. Déjà, personne ne reconnaît John Henry Irons dans le costume de Steel, et vous savez combien de temps Steel met pour découvrir que Nelson est derrière le trafic d'armes ? 1h10 sur les 1h30 de film. Mec, il y a 3 personnes au monde qui connaissent ces armes. Toi, la meuf que t'as kidnappée, et John Nelson. Malgré ça, c'est un film que je vous recommande si vous voulez passer une soirée entre potes affalés sur votre canapé. Steel est putain d'hilarant, sans le vouloir, mais hilarant quand même. Il y a des plans qui tiennent du génie, et on croirait presque regarder une parodie si on n'en savait pas plus sur le film. En face de la rigidité de Shaquille, Judd Nelson en fait des tonnes, et avec les dialogues qu'on lui a donnés, c'est une merveille. How much? Millions. We don't need your help anymore. Except as a target. Eat the hot dog. Don't be one. Ça vaut aussi le détour pour Kevin Grevioux, qui a la voix la plus classe du monde. Yeah. Your new recruits together? Not yet. We're still missing a couple of heads, but we're ready to start showing off your weapons. Not a good move, sugar. Par contre, quand il meurt, il perd quelques octaves. Et puis, il faut le souligner, on nous montre ici une origin story plutôt réaliste, avec un élément déclencheur commun pour le protagoniste et l'antagoniste. C'est plutôt en avance sur son temps et ça s'éloigne pas trop d'Iron Man, ce qui est pas trop surprenant puisque c'était déjà le cas dans le comics. C'est probablement le seul lien que le film possède avec le matériau de base. En plus de cracher sur la source pour ce qui est de style, on passe aussi d'une oracle badass méga intelligente et douée en arts martiaux à ça. Là, c'est un bon moment pour vous dire que Ken Johnson a d'abord refusé ce film. 2 fois. En plus, le film présente un certain complexe d'infériorité vis-à-vis des autres héros d'ici. Je dirais même que ce film a énormément envie d'être Batman, au vu des nombreuses références lancées un peu tout le temps. Where'd that son of a buck go? The Batcave? Man, I could be Robin. Ici, je sais pas si ça traduit d'un manque de respect envers le personnage de Steel, ou si c'est simplement des vestiges du script original. Steel devait être à la base une suite à Superman Lives, un film qui voulait reprendre l'arc de la mort de Superman, qui est, je le rappelle, le moment de la naissance de Steel dans les comics. Ça aurait pu donner un DC Cinematic Universe en avance sur son temps, avec Clooney en Batman, Cage en Superman, Shaq en Steel, et je sais pas moi, Vanilla Ice en Flash. Il n'en fut rien puisque le projet de Superman Lives, qui devait être réalisé par Tim Burton, a été abandonné et Batman et Robin, aussi sorti en 97, a eu le destin qu'on connaît. Du coup, Steel a dû se débrouiller tout seul sans aide au box-office, et pour un budget de 16 millions de dollars, il en a retourné 1,7. C'est pas trop une surprise non plus, je pense que même à l'époque, la phrase « un film de super-héros avec le mec de Kazam », ça vendait pas exactement du rêve. Et tout ça c'est très dommage parce que Steel était quand même le premier personnage afro-américain majeur dans l'univers de Superman. Quincy Jones a déclaré qu'il voulait atteindre tous les jeunes et pas seulement les jeunes noirs. Mais à côté de ça, Shaq a accepté le rôle parce qu'il voulait donner un modèle positif aux enfants afro-américains. Et le fait d'engager Richard Roundtree, une icône de la blaxploitation, c'est pas complètement innocent. Donc je pense qu'il y avait une vraie volonté de faire un très bon film, au moins culturellement parlant, avec un super-héros noir, dans un genre où, encore aujourd'hui, le manque de diversité se fait remarquer. Et cette opportunité-là a été ratée dans les grandes largeurs. Au final, c'est pas trop grave parce qu'il faudra attendre juste une petite année pour voir Blade botter des culs. Et après ça, on va espérer que Black Panther soit bien. À ce moment-là de la vidéo, je peux pas m'empêcher de souligner le fait que c'est Ken Johnson, un blanc, qui avait un contrôle total du film, puisqu'il était réalisateur et scénariste. Alors attention, je dis pas qu'il a fait exprès de rater le film parce que c'est un blanc, mais peut-être qu'il n'en comprenait pas tous les enjeux. Et puis je trouve ça bizarre de donner les rênes d'un film sur un personnage de pop culture noir à un blanc. C'est comme quand on voit le pourcentage de coachs blancs au basket contre celui des joueurs noirs. C'est toujours un peu gênant pour faire dans l'euphémisme. Mais faut pas oublier que les créateurs du comics étaient blancs eux aussi, donc je sais pas trop quoi en penser. Au cinéma, les forces de Shaquille O'Neal sont aussi ses faiblesses. On engage Shaq notamment pour ses dimensions hors normes, qui sont parfaites pour un rôle de génie ou de héros à la force surhumaine. Mais à l'écran, ça marche pas vraiment.
C'est un physique hors norme, justement, du coup ça fait pas réaliste. Ou alors ça devient ridicule. Regardez ce face-à-face avec John Nelson, on dirait un gamin à côté. Shaquille sort beaucoup trop du lot, et au final, pour un rôle de super-héros qui veut garder son identité secrète, ça marche pas du tout. C'est pareil dans Kazam, le père de Max le reconnaît pas quand il est déguisé en livreur de pizza, alors qu'il l'a rencontré la veille. Et ça ne fonctionne pas non plus quand le scénario le met dans des situations qui ne sont pas applicables. Regardez-moi ces imbéciles dans Kazam ou dans Steel, qui font les malins devant Shaq. Vous essaieriez de casser la gueule à un mec comme ça, vous? Un physique comme ça, c'est très rare. Tellement rare en fait que la production de Steel n'a pas trouvé de cascadeur qui puisse prendre la place de Shaq pour les scènes d'action. Résultat, Shaquille a fait ses propres cascades, ce qui a probablement donné des sueurs froides au front office des Lakers, et ce qui explique pourquoi Steel est aussi lent et essoufflé que le rap de Kazam. Après, Shaq était carrément partant pour faire le cascadeur. Le mec s'est donné à fond sur les plateaux des deux films et a fait énormément d'efforts pour améliorer son jeu. Le résultat n'est pas là, certes, mais faut souligner l'engagement. Ensuite, engager un athlète aussi populaire et au caractère aussi marqué pour son film, c'est très alléchant. La promotion sera plus facile pour commencer. Mais dans le même temps, ce même personnage va phagocyter le film d'une manière ou d'une autre. Aucun acteur de renom ne voudra partager l'affiche par exemple. La production du film va être plus compliquée aussi, puisqu'il faut réussir à se caser dans un emploi du temps déjà chargé, et la crédibilité du film va en prendre un coup, puisqu'on va moins prendre au sérieux une production qui est peut-être utilisée comme simple plateforme pour qu'un athlète fasse sa pub. Le scénario peut être aussi délaissé et on va faire moins d'efforts puisque le succès du film va reposer sur la popularité de la célébrité en question. Mais bon, ça c'est pas uniquement vrai pour les sportifs. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est le fait que ces athlètes, même si eux-mêmes prennent le travail au sérieux, ne seront jamais considérés comme des véritables acteurs, que ce soit par le public ou même par l'équipe du film. Je suis pas dupe, je pense bien que dans une majorité des cas, les sportifs veulent apparaître sur grand écran uniquement pour le fun sans vraiment s'y investir. Mais pour en revenir à Shaq, autant pour Kazam c'est évident que le mec voulait juste un contrat, un chèque et une occasion de se mettre en avant, autant pour Steel je pense qu'il voulait vraiment être un acteur, pour qu'au final le film repose sur sa médiocrité au tir. Il existe très peu de films où les basketteurs ne jouent pas des basketteurs, quand c'est pas une version plus ou moins éloignée d'eux-mêmes. Et malgré tout, les rares fois où ils arrivent à décrocher des rôles normaux, on les ramène quand même à leur personnage public d'athlète. Sans que ce soit une tragédie ou le mal du siècle, je trouve ça très con. Shaquille O'Neal n'est pas le premier à s'essayer au cinéma. Dans de prochains épisodes, on verra par qui ça a commencé, qui a le mieux réussi, et si on peut faire pire que Kazam. Après les échecs consécutifs de ces deux films, Shaquille a fini par se concentrer sur sa carrière en NBA, et heureusement pour nous, a bel et bien abandonné ses envies filmiques. Fuck! Nice shooting, Johnny. Johnny, thanks for everything. Johnny! Don't even think about it, Johnny. Johnny, are you okay? Johnny, you're outgunned, Johnny, bail. Johnny. Hang in there, Johnny. I'm worried about you, Johnny.